la résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, qu'il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumediene, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'un mois parce qu'ils n'ont pas de finances, parce qu'ils n'ont pas de puissance, parce que hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû l'apprendre par la radio. Et le colonel Sissadok, une figure légendaire, le plus ancien des officiers de l'armée de libération nationale, ne craint pas de parler très haut, malgré la clandestinité. Nous nous sommes opposés à M. Ahmed Ben Bella. Ce monsieur ne pense qu'à sa personne. Il prétend faire du socialisme, mais il s'est basé sur le socialisme de Gamal Abdel Nasser. Il crée une classe pour brimer le reste du peuple. Il prétend faire du socialisme avec le comité de digestion. Il prétend faire du socialisme avec l'opération Sireur, avec l'opération Reboisement, avec l'opération Labour. Regardez ces montagnes qui sont devant vous. Les témoins les plus opérés. Regardez s'ils sont labourés. Où il est l'opération Labour? Où il est l'opération Sireur? Ces enfants que vous voyez devant vous ne vont pas à l'école. L'école, la plupart des écoles est démolie. La plupart des maisons sont démolies. Le gouvernement n'a pas pu faire face à ses responsabilités et à ses obligations. Il ne se réfugie que dans la stratosphère de la haute politique. Ils veulent libérer la Palestine arabe. Ils veulent envoyer des troupes en Angola. Ils veulent envoyer des troupes en Mozambique. Et l'Algérie, elle ne fait que 12 millions d'habitants. Et à ce moment-là, il y a 12 millions de gendarmes qui entendent des voix. Et l'armée du colonel Boumediene? Et l'armée du colonel Boumediene? Le colonel Boumediene, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Au cas. Vous êtes soutenu par la population. La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous, il n'y a pas de Ramsès II, il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement? Si l'opération Châle et l'opération Jumelle ont échoué en Algérie, si l'armée française, dans son ensemble, la 4e puissance mondiale, a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les 4 morpions de Ben Bella qui vont tenir ces montagnes. Porte-parole des rebelles, Mourad Oussedik, l'ex-avocat du FLN au barreau de Paris, nous dit comment cela a commencé. Nous en sommes arrivés là parce que le dialogue était devenu impossible. C'est un député qui vous parle. J'ai été député et j'ai été honnête. Je pensais que la crise de Tlemcen de juillet dernier pouvait être surmontée. Je pensais que le clan, la notion de clan pouvait être brisée. Et j'ai pendant de longs mois, avec mes collègues qui sont ici même, essayé de surmonter cela et essayé de créer un parti qui réponde aux véritables aspirations populaires. Or, nous avons assisté à une montée vers le pouvoir d'un homme entouré d'une caméria telle que, comprenant des hommes tels que Boumediene et tels que l'intelligentsia de l'ANP. Que s'est-il passé? On a mis, pour sauvegarder les intérêts de ce clan, un parti à l'envers. Je m'en explique, c'est-à-dire qu'une infrastructure de ce parti s'est dégagée.
Et au lieu d'avoir une assise populaire, ce parti est parti, telle une pyramide, il a été construit du sommet. Il n'est plus devenu un parti au service du peuple, mais il est devenu un parti au service d'un homme. Et le processus des élections, nous avons vu la consécration progressive du pouvoir personnel, et à ce moment-là, nous avons jugé. Nous qui n'avions plus notre place, nous qui n'avions pu entamer le dialogue, et cela pendant de longs mois d'efforts, qu'il était impossible d'agir autrement, tel que nous le faisons, et nous avons jugé cette action nécessaire après une longue consultation avec le peuple algérien. On parle de fait kabyle, de problème kabyle. Je n'ai pas à répondre à un argument qui me paraît une exploitation misérable en matière politique. Il suffit de savoir que l'Algérois s'est mis en mouvement 1 mois et demi avant la Kabylie. Est-ce que l'on peut parler de fête kabyle? Il suffit de savoir que des dizaines, et même maintenant des centaines d'arrestations ont été opérées sur tout le territoire national pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement kabyle. Ces combats à la frontière marocaine, vous avez une position là-dessus? Nous avons une position qui ne peut pas prêter à équivoque. Quand on analyse l'affaire marocaine, on s'aperçoit que c'est une affaire de famille qui regarde le pouvoir actuel en Algérie et Hassan II. Peut-être que Ben Bella a fait un accord secret avec M. Hassan II pour lui faciliter l'accession au pouvoir au moment de la crise de Tlemcen, mais cela nous importe peu. D'ores et déjà, nous prenons acte de ce que Ben Bella se voit acculé et qu'il risque de faire des concessions. Nous tenons pour nulles et non avenues ces concessions consenties par un gouvernement que nous ne reconnaissons pas, et nous défendrons par tous les moyens, ultérieurement, l'intégrité de notre territoire. Cet endroit, les Algériens l'appellent la forêt sacrée. C'est ici, dans la forêt de chênes-lièges que domine Assasga, que fut tiré il y a bientôt 10 ans le premier coup de feu de la guerre d'Algérie. Et c'est ici encore que sont tombées les premières victimes des combats entre gouvernementaux et rebelles. Il y avait cependant beaucoup de raisons pour que l'on ne reprenne pas les armes. Alors c'est la tombe de votre fils ici? Oui, c'est la tombe de mon fils, oui, mon fils. Il est mort quand et comment? Il est mort dans un buscade. Vous ne voulez plus qu'il y ait encore du sang? Oh, il y en a marre, 7 ans. 7 ans. Vous voyez pas, à l'âge de 20 ans, c'est le seul que j'ai. Alors plus de guerre? On ne voulait pas de guerre maintenant. Et si les troupes du colonel Boumedienne vous attaquent? Eh bien, on attaquerait en même temps. Alors ce sera la guerre. Ah oui, ce sera la guerre. Moi, je suis le premier à le prendre. À Alger aussi on s'engage. Des milliers de jeunes gens ont endossé en hâte la tenue léopard pour combattre, en principe, à la frontière marocaine. L'affaire marocaine a créé une diversion miraculeuse, unissant la population dans la même haine contre l'ennemi et faisant passer à l'arrière-plan les dissensions internes qui demeurent peut-être le vrai problème. Quand la patrie est en danger, l'appel à l'unité est une vieille formule toujours efficace, et on part au front avec le sourire et la fleur au fusil.